ce que je trouve de très beau dans ce recueil, c'est qu'il s'adresse à des lecteurs très différents. Celui qui, de toute façon, est privé du langage écrit, de la lecture, de l'écriture et de la culture, y entendra quelque chose par la voix des rythmes, comme disait Henri Michaud, ou bien par des images qui se succèdent dans un certain ordre et qui, indépendamment les unes des autres, cet ordre même produit du sens. Il s'adresse aussi à un lecteur très lettré, très savant, qui reconnaîtra des bribes de son savoir, mais jamais son savoir constitué, jamais quelque chose qui lui permettra le clin d'œil de la reconnaissance distinctive, comme diraient les sociologues, celle qui vous permettrait de reconnaître le même niveau de distinction. Jamais. Ce lecteur-là est aussi banni que l'autre, je veux dire aussi chassé que l'autre de cette langue. Et en même temps, je crois que le discours politique y est profondément ancré. Il y a un discours très fortement politique, mais que jamais vous n'y reconnaîtrez un discours tel qui puisse passer précisément par la simplification du slogan, l'ordre du discours critique de premier degré, etc. C'est ça qui est très fort. C'est-à-dire qu'à la fois, on trouve dans ce livre un livre savant, mais fait pour des gens qui ne le sont pas, un livre qui utilise des souvenirs, des mémoires, un terreau, des racines profondément ancrées dans un espace et un paysage antillais, mais aussi lisible par des gens qui ne sont pas antillais. Et un livre d'innovation et de création poétique extrêmement exigeant, tout en faisant appel, quand il le faut, à d'autres structures que celles des avant-gardes. Je pense en particulier à la façon dont il est très clair pour moi que Aimé Césaire a appris à Charles Péguy, a appris à Paul Claudel, ce qu'il fallait y prendre pour poser sa propre voix. Justement, ce qui me porte à vous demander de rester un peu sur le titre du recueil, Les armes miraculeuses. Comment faut-il l'entendre, justement? C'est un peu ce que vous commencez à nous expliquer. Je me garderai bien de dire comment il faut l'entendre, parce que je ne sais pas moi-même. Je pense même que consacrer un certain temps à étudier un livre comme ça, c'est pas nécessairement pour trouver la clé définitive, c'est au contraire pour essayer d'approfondir le mystère ou d'éclaircir au moins combien il est énigmatique. Ou d'accepter le mystère, tout simplement. Et de l'accepter, mais en l'acceptant d'essayer d'explorer sa richesse, parce que ce qui est très beau souvent dans les vers de Césaire ou dans les images de Césaire, c'est qu'on sent bien que on n'a pas... Ce mot accepter, justement, ne me va peut-être pas. C'est-à-dire qu'il ne nous demande pas d'accepter, il nous demande de prendre en compte, d'explorer avec lui, d'intensifier l'image. Non pas justement de la recevoir pour seulement belle. Elle est belle, mais il y a plus. Et il faut plus que de trouver l'image belle. C'est une sorte d'exigence qu'il a. Alors les armes miraculeuses, c'est un mot, c'est une formule, c'est une association tout à fait étrange qui a des sources qui peuvent être à la fois des sources empruntées à Virgile et effectivement à ces premiers vers de l'Énéide où le poème justement a pour vocation de chanter les armes et l'homme. Et bon, c'est une reprise aussi de ce souvenir de littérature classique, de souvenir de la culture classique qui était celle aussi d'Aimé Césaire évidemment. C'est aussi un souvenir, me semble-t-il, tout à fait clairement d'un discours qu'on pourrait dire inspiré directement du discours biblique sur le retournement des armes en miracle, le détournement de la violence armée en une autre forme de manifestation, et en particulier de manifestation miraculeuse. C'est aussi tout simplement un assortiment de deux mots qui s'écartent l'un de l'autre et dont la tension, à la manière surréaliste, ou dans l'espace que Reverdy a permis de penser, cet espace d'écart que l'image creuse avec le maximum de tension entre deux mots qui s'opposent, qui s'affrontent. Césaire essaye simplement là aussi de nous obliger à penser ensemble des termes aussi difficilement assortis. Et puis en même temps, c'est tout simplement la description de ce qu'il fait, c'est-à-dire il s'empare d'une langue, la langue française, il s'empare d'une culture, la culture classique, la culture chrétienne, la culture qui a été aussi celle de la plantation, qui a été celle aussi de l'oppression, qui a été celle aussi de l'esclavagisme, qui a été celle du commerce triangulaire. Cette langue, qui a été aussi la langue de la Révolution française, il s'en empare, et de toutes ces armes-là, ces armes et ces outils d'une langue, il fait son arme à lui. Et il découvre à quel point cette arme peut, pour l'usage qu'il a à en faire, peut être une arme miraculeuse. Au fond, peu de poètes français, de langue française du XXe siècle, ont eu autant conscience de l'étonnante
capacité de la langue, de cette langue qu'on disait plus ou moins achevée, morte, difficile à briser ou à rompre. Il a fallu quelques innovateurs pour nous montrer qu'on pouvait encore travailler dedans. Césaire se contente de dire, avec beaucoup de fermeté, que c'est encore une arme pleine d'énergie et qu'elle est pleine de force, qu'il y a donc un miracle de cette langue. Évidemment, aucune langue n'est plus miraculeuse qu'une autre, ça n'a aucun sens. Mais ce qu'il veut dire tout simplement, c'est que cette langue, avec la culture qu'elle transporte, et avec aussi les contradictions profondes qui sont les siennes, est encore une arme pleine d'énergie, une arme utile. C'est, je crois, ce qu'il va constamment maintenir dans son œuvre. Il ne faut pas oublier que, on le lui a d'ailleurs aussi reproché, il a été aussi l'un des constituants de 1946, je fais un lapsus d'ailleurs en disant 1846, non, de 1946, et qu'il a donc été Vous parlez aussi, de la loi de la départementalisation. Voilà, sur la loi de la départementalisation, la fameuse loi du 19 mars, et en même temps, il a été de ceux qui ont précisément été requis pour rédiger cette constitution d'une toute nouvelle France, la France de la libération, qui devait être une toute nouvelle constitution, inventer un nouvel espace à la fois politique, social, économique même, et il fallait pour ça une nouvelle langue. C'est assez étonnant de mesurer que c'est l'année de publication des Armes miraculeuses également. Vous soulignez cette coïncidence dans le livre. Il y a un mois d'écart entre l'achevé d'imprimer des Armes miraculeuses, le 19 avril 46, et la loi du 19 mars 46.